Alors, quel est votre chiffre? Non, ce n'est pas une question indiscrète, mais une question honnête. Quel est votre chiffre? Quel est le nombre de fois où une personne dans votre vie, dans n'importe quelle relation, a dû se comporter d'une manière qui vous invalide, vous diminue, viole vos droits, profite de vos vulnérabilités? Le nombre de fois où l'on vous a laissé un sentiment de malaise, voire d'insécurité, où l'on a volé votre réalité, ou simplement trahi votre confiance. Quel est ce chiffre? En vérité, la question n'est pas tout à fait juste. Beaucoup d'entre nous aimeraient vivre dans un monde où la réponse serait une fois, peut-être 3 fois, grand maximum. Mais ce n'est pas la réalité. Et croyez-moi, j'ai connu des situations dans ma vie où ce chiffre a probablement atteint plusieurs centaines, voire milliers. Parce que ce n'est jamais aussi simple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le débat public sur les relations difficiles est devenu une sorte de match de tennis simpliste et polarisant. D'un côté du filet, il y a ceux qui crient « Pars ! C'est une personne toxique. Fuis. C'est le mal incarné, un pervers narcissique. Coupe les ponts, immédiatement. Bloque-le partout. » Et de l'autre côté, on entend « Oh, tous ces gens qui parlent de relations toxiques cherchent juste une excuse pour rejeter ceux qui ont des opinions différentes. Ils sont fragiles, incapables de gérer des relations d'adultes, et ne cherchent qu'à détruire les mariages et les familles. » Cette situation est un véritable dilemme pour les survivants de ces relations. Après avoir enduré des années de souffrance, à vous demander ce qui n'allait pas chez vous, beaucoup tombant même physiquement malades. Vous faites des recherches, vous lisez, et vous trouvez enfin un cadre, un vocabulaire qui vous aide à donner un sens à cette dynamique si particulière. Et c'est à ce moment-là que des gens viennent vous dire que vous êtes mesquin, que vous exagérez. Comment osez-vous briser une famille ou un mariage juste à cause de votre hypersensibilité et de vos problèmes de communication? On attend de vous que vous soyez empathique. Et l'empathie est une qualité formidable. Mais attendre de vous que vous soyez le thérapeute personnel de quelqu'un 24 heures sur 24, tout en étant dans une relation avec cette personne, c'est une autre histoire. L'hypothèse sous-jacente devient que si vous n'arrivez pas à surmonter une relation difficile, abusive, toxique, alors c'est de votre faute. Après tout, n'entend-on pas partout que les relations sont une voie à double sens, que les deux partenaires sont responsables? Donc, si vous n'y arrivez pas sans vous désengager ou couper les ponts, eh bien, le problème vient de vous. Ce qui, bien sûr, est totalement faux. Les médias traditionnels, en particulier, semblent avoir du mal à croire à l'existence des relations narcissiques. Ils préfèrent vendre l'idée fausse que toutes les relations peuvent être réparées, qu'il suffit de prendre le temps de comprendre les personnes qui nous abusent émotionnellement. Ils affirment que le narcissisme est un phénomène si rare qu'il ne peut pas concerner autant de gens. C'est une position traditionnaliste et, franchement, privilégiée. Elle suppose qu'il y a des gens qui ont le droit de tout casser sur leur passage, et que notre rôle est non seulement de les comprendre, mais en plus, de nettoyer les dégâts qu'ils ont causés. Pour éviter d'utiliser le mot « narcissique », ils vous diront « essayez de comprendre ». Ne mettez pas d'étiquette. Peut-être que vous n'avez pas essayé assez fort. Peut-être que s'il se comporte si mal, c'est parce qu'il souffre aussi. Et vous l'avez fait. Vous avez essayé de comprendre. Pendant combien de temps? 1 an? 10 ans? 50 ans? Quelle a été la durée de votre patience? Quel est votre chiffre? Le plus difficile est de reconnaître ces schémas destructeurs lorsqu'ils se produisent, car ils impliquent des personnes que nous aimons, dont nous voulons rester proches. Des personnes avec qui nous avons des enfants, que nous respectons professionnellement, ou avec qui nous partageons une longue histoire. Ce sont ces personnes pour qui nous avons réussi à regarder au-delà du mauvais comportement pour trouver ces petites parcelles de bonté, et à nous y accrocher, même lorsque c'était mauvais pour nous. Nous voulons que ça marche. Mais le problème, c'est que faire en sorte que ça marche ne signifie pas que la personne narcissique va changer. Ce changement n'arrivera probablement jamais de manière suffisante. Non, faire en sorte que ça marche signifie en réalité que nous devons céder à ce que l'autre personne veut. Nous réduire au silence, porter la honte et le blâme, continuer à nous présenter en sachant que ce sera douloureux. Continuer à pardonner, à oublier, ou peut-être même à nous dissocier de la réalité pour survivre. Il y a un autre élément à considérer. Souvent, les conseils sur la manière de gérer ces relations douloureuses sont donnés par des personnes qui, pour une raison ou une autre,
occupent une position de pouvoir dans la société. Ce sont des gens qui peuvent se permettre de fixer des limites, de se défendre, de se faire entendre ou d'accéder à du soutien. Moins vous avez de pouvoir dans la société, plus vous risquez d'être blessé par l'abus narcissique, car les autres seront moins enclins à vous croire. Alors, quand un professeur d'une grande université prestigieuse me dit dans un livre ou une conférence qu'il n'y a pas de relation toxique et qu'il faut simplement être courageux et poser ses limites, je souris et je pense, « Cher monsieur, si je vivais dans votre monde, je le ferais. » Mais la plupart d'entre nous n'y vivent pas. Le contexte est essentiel. J'ai lu un jour le commentaire de quelqu'un qui suggérait que la prise de conscience du narcissisme était une tendance générationnelle dangereuse. Que les terribles personnes qui utilisent des mots comme « toxiques » sont celles qui qualifient les autres d'irrécupérables et ne cherchent qu'à les éliminer de leur vie pour détruire les familles. En lisant cela, mon cœur s'est serré. Car c'est là toute l'ironie. La plupart d'entre nous ne pensent pas que les personnes narcissiques dans notre entourage sont irrécupérables. La plupart d'entre nous sommes simplement tristes. Tristes que les choses n'aient pas pu être différentes. Nous voulons les aimer, et nous sentir en sécurité en les aimant. Nous avons passé des années de notre vie à espérer que ce soit différent, à essayer de rendre les choses différentes. Nous avons versé d'innombrables larmes. Nous ne nous sommes jamais assis sur un piédestal moral en les jugeant. Non, nous avions mal pour eux, pour nous, et pour toutes les autres personnes blessées par cette situation. L'idée que parler de ces relations, c'est vouloir détruire la vie des gens est absurde. Ces commentateurs ne s'arrêtent jamais pour considérer que la grande majorité des gens ne s'éloigneraient pas d'une relation avant d'avoir été écrasés par celle-ci, encore et encore. Ils ne se demandent pas quel type de comportement a pu pousser quelqu'un à vouloir partir. Souvent, cette discussion sur les personnes difficiles se concentre sur le lieu de travail. C'est plus simple, plus propre, moins chargé émotionnellement que de parler de la famille ou du couple. Ne vous méprenez pas, une situation narcissique au travail peut être dévastatrice. Elle peut détruire une carrière, causer une angoisse immense et nuire à votre santé. Mais émotionnellement, le jeu est différent. Poser une limite à un partenaire qui vous trompe est très différent de poser une limite à un collègue agaçant. Si tout ceci sonne comme un coup de gueule, c'est parce que ça en est un. Je suis fatigué et en colère de voir des gens si profondément blessés, qui souhaitent simplement garder une place dans leur cœur pour quelqu'un qui leur a fait du mal, mais qui reconnaissent que la seule façon de survivre est de voir la situation clairement, de se désengager, même si c'est inconfortable. Et de voir ensuite le monde extérieur, les médias, leur dire que cette décision douloureuse est une solution de facilité. S'il vous plaît, sachez que lorsque vous lisez ces absurdités, vous pouvez les ignorer. C'est un combat quotidien pour nous tous, et c'est un combat qui en vaut la peine. Alors peut-être que la question n'est pas quel est votre chiffre, mais plutôt quel est le chiffre pour le monde. Combien de fois devons-nous être blessés dans une relation avant que le monde accepte que nous prenions nos distances? Ma conviction est que ce chiffre est infini. Parce que beaucoup de gens seraient prêts à vous voir sacrifier sur l'autel de leur idéal, celui où toutes les relations peuvent être arrangées, où le pardon est toujours la bonne réponse, et où il faut être deux pour danser le tango. L'une des étapes les plus difficiles de la guérison est de renoncer à l'approbation du monde. Ce moment, si vous pouvez l'atteindre, est un tournant décisif. Peut-être qu'en fin de compte, il n'y a pas de chiffre. Peut-être qu'un jour, simplement, nous voyons. Nous comprenons. Et nous ne pouvons plus ne pas voir. Quelque chose en nous, dans notre cœur, bascule. C'est un déclic. Ce n'est pas un chiffre, c'est un sentiment. Les êtres humains et les relations ne peuvent pas être réduits à des listes de signaux d'alarme ou à des formules. C'est bien plus complexe. Et quand on ajoute à l'équation des personnes toxiques et un monde qui ne comprend pas, les chiffres ne peuvent plus rien expliquer. Le véritable travail consiste à réapprendre ce qu'est la sécurité, ce qu'est une relation saine, et à reconnaître qu'il y a un vrai soi en chacun de nous, qui a souvent dû être enterré pour que nous puissions nous sentir faussement en sécurité et aimer dans ces relations malsaines. C'est un travail difficile à faire à l'âge adulte, mais c'est possible. Comprendre la dynamique de ces relations manipulatrices, unilatérales et pathologiquement égoïstes. Cette clarté peut vous aider à voir, et à guérir plus tôt. Le monde ne sera jamais votre plus grand supporter dans cette démarche. Alors ne l'attendez pas. Dans le cadre de votre guérison, vous devez apprendre à devenir votre